Voir un cerf du Canada bramer à plein poumon est un véritable bonheur. Autrefois, avant l'arrivée de l'homme blanc en Amérique du Nord, des millions de cerfs du Canada peuplaient le continent. Aujourd'hui, ces rois des montagnes vivent essentiellement dans les vallées reculées des Rocheuses, fuyant les zones habitées. Dans le parc national canadien de Banff, ils ont néanmoins trouvé un certain terrain d'entente avec les hommes, à la plus grande joie des touristes. Mais à y regarder de plus près, cerfs et hommes ne font pas vraiment bon ménage, et le zoologiste John Mackenzie s'efforce de rétablir un équilibre plus naturel entre eux. Depuis plus d'un siècle, le Parc national canadien de Banff, dans le cadre splendide des montagnes Rocheuses, abrite ce qui ressemble à une encyclopédie vivante de la faune. Ici, les prédateurs d'Amérique du Nord mènent une vie protégée, sans pour autant faire de politesse à leurs proies, moutons, daims et cerfs, qui constituent leur repas quotidien. C'est un territoire sans pitié. Pour les oiseaux comme pour les autres animaux, la vie ne tient qu'à un fil. Et tous les jours, loin du regard sensible des touristes, c'est le drame de la vie et de la mort qui se joue ici. Situé aux portes du parc, dans la vallée de la Bow River, Banff est un lieu de vacances qui attire les touristes du monde entier. Depuis l'époque victorienne, les visiteurs affluent dans cette ville. L'air pur des montagnes, les paysages de cartes postales et la chance de pouvoir observer des animaux sauvages sont ce qui les attire ici. Mais pour quelques heureux élus, Banff est aussi un lieu de travail quotidien. Pour John Mackenzie, spécialiste des cerfs, c'est un endroit unique. Je crois que je suis devenu zoologiste parce que j'aime la vie en plein air et que le comportement des animaux me passionne. J'ai toujours été fasciné par la faculté d'adaptation des cerfs du Canada. C'est l'une des rares espèces à pouvoir s'adapter aussi bien au changement d'environnement. Mais aussi grande soit son adaptabilité, aucun animal ne pouvait espérer résister aux vagues d'immigrants qui sont venus s'installer dans le Nouveau Monde. Jadis, il y avait environ 10 millions de cerfs du Canada sur le territoire s'étendant à l'ouest de la Pennsylvanie. Mais ils ont été chassés sans pitié pour leur chair et leur cuir. Qui plus est, dans les années 1850, leurs canines en ivoire étaient vendues 15 $ pièce pour faire des porte-clés à la mode. Rien d'étonnant à ce qu'une simple poignée de cerfs du Canada ait survécu à cette chasse. Les troupeaux restants ont trouvé refuge dans les vallées des Rocheuses, autour de Yellowstone. Mais quand le 3e parc national du monde a ouvert ses portes à Banff en 1885, on y trouvait très peu de cerfs. Avant 1900, il y avait très peu de cerfs du Canada dans la vallée de la Bow River. Si bien qu'entre 1918 et 1920, 235 cerfs ont été capturés dans le parc national de Yellowstone pour être relâchés dans le parc de Banff. Pour protéger les nouveaux troupeaux, on a supprimé les ours, les loups et les cougars. Et aujourd'hui, ce sont 2500 cerfs du Canada qui peuplent le parc. Appelés Wapiti par les Indiens Shawnee, ils incarnaient aux yeux des Sioux le courage, la passion, la force et la rapidité. En deuxième position par ordre de taille dans la famille des cervidés, seul leur cousin l'élan est plus grand qu'eux. Le cerf du Canada a l'avantage de pouvoir se nourrir aussi bien de plantes que de branches d'arbres, ce qui l'aide à survivre lorsque la neige empêche d'atteindre le sol. Un mâle adulte pesant jusqu'à 450 kg et une femelle environ 300, il représente un repas bien tentant pour leurs prédateurs. Une raison de poids pour être doté de capteurs les prévenant du danger. Leurs yeux détectent le moindre mouvement.
et ils sont disposés de telle façon que les cerfs peuvent voir aussi bien devant eux que derrière eux. Un atout considérable dans un univers où la mort peut surgir à tout instant. Leurs oreilles, pareilles à des sonars, sont constamment à l'affût du danger, et associant leurs yeux et leurs oreilles, en se rassemblant en groupe, les cerfs du Canada peuvent plus facilement déjouer les prédateurs. Dans leur lutte pour la vie, une fraction de seconde peut souvent suffire pour échapper à la mort. S'ils doivent fuir, ils ont des pattes puissantes, faites pour la vitesse et l'endurance. Il y a 20 ans, la tranquille ville de Banff a reçu un sacré choc. Des cerfs sauvages, manifestement en goguette, se promenaient dans les rues. Des touristes mal informés ont cru que les rennes du Père Noël s'étaient échappées. Puis, certains cervidés ont commencé à charger les observateurs trop curieux, sans parler de leurs atteintes à la pudeur. Nous avons constaté au fil des années que les cerfs qui vivent à proximité de la ville se sont accoutumés à la présence de l'homme. La végétation qui pousse en ville, les endroits comme le terrain de golf, les jardins publics et les pelouses, offrent aux cerfs une grande source de nourriture en pleine ville et cela les amène à entrer en conflit avec les hommes. Pour éviter de graves problèmes, John Mackenzie s'est penché sur la situation. Mes recherches avaient deux objectifs. Le premier était de mieux comprendre les déplacements des cerfs dans la vallée de la Bow River et le second était de trouver des moyens pour rétablir une répartition plus naturelle des animaux. Pour étudier le comportement et les déplacements des cerfs, nous les avons équipés de bagues et de colliers émetteurs. Les bagues étaient de différentes couleurs selon l'endroit où les animaux avaient été capturés. On a trié les femelles dominantes pour leur poser un collier émetteur. Comme elles ont tendance à conduire les troupeaux, elles nous donnaient de meilleures informations sur les déplacements des petits et des jeunes. Endormir un animal de la taille d'un cerf du Canada n'est pas toujours facile. Si la dose est trop faible, il faut recommencer l'opération. Si elle est trop forte, l'animal peut en pâtir. Comme un bon médecin, John Mackenzie veille à ne pas infliger de stress inutile à son patient endormi. Une fois les colliers posés, on utilise les techniques de télémétrie qui permettent de suivre les animaux grâce aux signaux émis par les colliers. Nous avons découvert qu'il y a deux types de cerfs dans la vallée. Il y a une population habituée à la vie urbaine qui ne quitte pas la ville. Et une seconde population dans d'autres parties de la vallée qui évite la ville à tout prix. Et ce qui est plus intéressant, c'est que nous avons remarqué que les cerfs qui restent en ville ont un taux de survie plus élevé que ceux des autres parties de la vallée. Nous pensons qu'en fait, les cerfs viennent en ville pour se mettre à l'abri de leurs prédateurs naturels. Dans les années 50, les loups ont été chassés et exterminés des alentours de Banff. Une bonne nouvelle pour les cerfs, mais au milieu des années 80, ils avaient recolonisé la partie de la vallée attenante à la ville. C'est à ce moment que les cerfs ont fait leur apparition dans les rues de Banff pour y chercher refuge. Bien que les loups affamés ne soient pas les meilleurs amis des cerfs, les recherches de John Mackenzie montrent que pour maintenir les cerfs à l'écart de la ville, la solution est de les conduire au loin et de les laisser vivre leur vie. Autrement dit, de les jeter dans la gueule du loup. En suivant les cerfs autour de Banff, John Mackenzie suit également les rebondissements d'un feuilleton palpitant. On dirait qu'il y a un autre harem là-bas. Il y a un mâle sur la piste, juste au bord du lac. Il y a aussi quelques femelles sur la gauche. Oui, j'en vois au moins 5 pour le moment. Le mâle est pourtant assez petit. Oui, il est petit, mais à mon avis, il y avait aussi un grand mâle qui a déjà dû passer de l'autre côté de la piste. Les mâles se tiennent généralement à l'abri des regards, mais quand l'automne approche, ils descendent dans les vallées. Les cerfs du Canada, comme la plupart des animaux sauvages, ont eux aussi un langage corporel qui leur est propre, et quand on se retrouve face à eux, mieux vaut savoir l'interpréter. Pour manifester leur agressivité, les cerfs retroussent les lèvres et grincent des dents. Si on entend et si on voit un cerf faire ça, c'est qu'on est trop près de lui. C'est le signe que quelque chose le dérange et qu'il est dans une situation inconfortable. Autre indication qu'il est bon de savoir,
Nous avons aussi remarqué, surtout chez les cerfs agressifs qui viennent en ville, qu'avant de charger, ils rabattent leurs oreilles en arrière. Que les touristes se le disent. Les cerfs du Canada sont aussi les plus lyriques des cervidés, avec tout un répertoire de gazouillis, de gloussements et de cris sonores. Les cerfs poussent souvent des cris rauques pour avertir leurs congénères d'un danger. Ils ressemblent beaucoup aux aboiements d'un chien. Ce sont de longs cris gutturaux qui portent très loin. Mais le brame du mâle est certainement le cri le plus frappant. À côté de cet appel qui résonne dans toute la vallée pour annoncer la période du rut, les trois ténors font pâle figure. Pendant la plus grande partie de l'année, les mâles restent entre eux ou sont solitaires. C'est uniquement en automne, pendant la période de rut, qu'ils cherchent des femelles pour former leur harem. Les mâles dominants brament pour montrer leur vigueur aux femelles. Un brame puissant et sonore est souvent le signe d'un très grand mâle. Ils brament aussi pour maintenir le troupeau en rang serré. La saison du rut est ouverte, cette période qui sépare les mâles adultes des jeunes immatures, et où les futurs soupirants exposent leurs appâts de la pointe de leur bois jusqu'au bout de leurs sabots. Les femelles cherchent généralement les mâles qui ont des bois larges et symétriques. C'est souvent un signe d'excellentes conditions physiques. Les femelles ont ainsi plus de chances de s'accoupler et d'être fécondées. Autrement dit, dans le monde des cerfs du Canada, la taille est un critère de sélection. Les grands bois sont le signe de la maturité des mâles. Tous les ans, après avoir servi à impressionner d'éventuels partenaires, les ramures tombent, puis elles repoussent au printemps suivant, à raison de plus de 2 cm par jour jusqu'au début de l'été, où elles sont alors fin prêtes pour les duels qui précèdent les accouplements. Pour gagner le droit de féconder les femelles, les mâles se battent en duel. Il est fréquent de voir 2 mâles se donner des coups de bois pour décider de celui qui est le plus fort et qui aura le droit de s'accoupler. Aux côtés de ces combats, on voit aussi les jeunes mâles qui tournent autour des femelles et peuvent créer des problèmes aux mâles qui ont déjà formé leur harem. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie à affirmer leur autorité sur le harem. Les jeunes mâles qui n'ont pas encore de harem cherchent souvent l'occasion de s'accoupler avec les femelles du harem d'un autre mâle. Pendant la période du rut, il y a une compétition non seulement entre les mâles, mais aussi entre les femelles. Du fait qu'elles ne sont fécondables que 24 heures tous les 20 jours, les femelles dominantes essaient souvent de s'accoupler le plus tôt possible dans la période du rut. En s'accouplant plus tôt, la femelle mettra bas au début de l'été suivant et son petit aura plus de chances de survivre. Avec un harem qui peut compter jusqu'à 26 femelles, les mâles n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et pour stimuler leurs compagnes à leur façon, les mâles s'aspergent d'urine. Sous le vent, on les remarque de loin. La période de rut dure généralement un peu moins de 2 mois, de septembre à octobre. Après le rut, les mâles vivent en solitaire ou dans des groupes de mâles et ils restent ainsi toute l'année jusqu'à la période de rut suivante. L'hiver approchant à grands pas, les femelles se rassemblent à l'abri de la forêt, toujours à l'affût des cougars et des loups et soucieuses de survivre jusqu'au retour du printemps. En règle générale, la gestation dure 8 mois et demi. Les petits naissent donc entre la fin mai et la mi-juillet. Les femelles ont généralement un seul faon, mais il n'est pas rare qu'elles aient aussi des jumeaux. Immédiatement après la naissance, la mère lèche son petit pour lui enlever toute odeur risquant d'attirer un prédateur des alentours. Les petits restent avec leur mère pendant 1 an, puis ils se joignent au groupe de femelles qui se préparent à l'accouplement. Protéger leur faon est la priorité numéro 1 des femelles. À la moindre occasion, loups, cougars et ours ne font qu'une bouchée des petits.
On peut trouver que c'est cruel, mais cela fait partie de la vie dans la nature. Pour les biologistes, c'est la dynamique de la prédation. Les relations proie-prédateur ont considérablement changé dans la vallée en l'espace de 10 ans, et les cerfs se sont installés dans la ville de Banff. L'un de mes objectifs est donc de rétablir une répartition équilibrée des cerfs dans la vallée de la Bow River. Que cela plaise ou non, John Mackenzie veut apporter aux loups affamés de quoi se nourrir sous la forme de cerfs du Canada, notamment dans l'espoir que la nature reprenne ses droits. Mais le fonctionnement de cet approvisionnement en chair fraîche n'est pas si simple que ça. Le parc est traversé par l'autoroute transcanadienne. Et malgré la nouvelle route de plusieurs millions de dollars, construite en parallèle avec des grillages et des passages souterrains pour permettre aux animaux de se déplacer, il n'est pas plus facile de réunir les cerfs et leur ennemi naturel, le loup. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Les clôtures qui ont été posées le long de la transcanadienne ont pour effet d'empêcher les loups de se déplacer dans la vallée. Les troupeaux de cerfs qui vivent à proximité de Banff ont augmenté en nombre, mais les loups ont beaucoup de mal à les chasser car, par nature, ils évitent les endroits fréquentés par l'homme. J'ai toujours été fasciné par les facultés d'adaptation des cerfs du Canada. Ils forment l'une des rares espèces sauvages capables de s'adapter réellement aux habitats humains. L'adaptation est un processus progressif. Au départ, les animaux peuvent fuir la présence de l'homme, puis avec le temps, ils s'habituent à la répétition des mêmes activités humaines et petit à petit, ils s'installent de plus en plus près de la ville. En dehors des quartiers commerçants et résidentiels de Banff, les cerfs ont une prédilection pour le terrain de golf local. Faire rouler sa balle sur le green peut s'avérer difficile dans le meilleur des cas. Et faute de pouvoir songer à chasser un mâle décidé à s'accoupler, il faut redoubler d'adresse pour faire un drive, un chip roulé et putter autour de ces obstacles supplémentaires. Ayant surmonté leur peur des hommes, certains cerfs ont trouvé refuge dans les espaces verts. Mais ceux qui sont restés au loin doivent faire face à un tout autre univers. John Mackenzie peut examiner le cadavre d'une biche qui a été tuée par un loup aux abords de la ville. Pour déterminer son état de santé avant sa mort, il va récupérer un morceau de fémur. Oh, regardez ça! C'est une surprise, je ne savais pas qu'elle portait un collier émetteur. Nous n'avons pas su tout de suite que la femelle numéro 209 avait été tuée. L'émetteur nous informe de la mort d'un animal en envoyant un signal qui indique qu'il a cessé de bouger. Mais dans le cas présent, un aigle royal et un balbuzard pêcheur mangeaient la carcasse de la biche, et du fait de ses mouvements dans l'eau, nous ne pouvions pas savoir qu'elle était morte. C'est pourquoi j'ai été surpris de voir qu'elle portait un collier émetteur quand je l'ai découverte. La mortalité des cerfs du parc est attribuée en grande partie aux loups et aux cougars. Mais l'autoroute et la voie ferrée font aussi une quarantaine de victimes par an. Pour résoudre le problème des cerfs qui se sont installés en ville, il faut envisager leur transfert en fonction du reste de l'environnement. La difficulté est que nous voulons en même temps rétablir un équilibre dans les déplacements des loups et d'autres prédateurs autour de la ville. Par conséquent, réduire le nombre de cerfs qui viennent en ville n'est probablement pas le meilleur moyen d'améliorer l'habitat des prédateurs. Le programme est donc sujet à controverse. Combien de cerfs doivent être déplacés et lesquels faut-il choisir ? Il n'est pas facile de jouer les démiurges, de choisir qui doit vivre, qui doit mourir, ou tout du moins venir ici et faire face aux attaques des grands méchants loups. Grâce à ses recherches, John Mackenzie a pu déterminer quels sont les cerfs qui risquent le plus de créer des problèmes dans la ville et qui doivent donc être transférés ailleurs. Comme dans les bons vieux westerns, ces indésirables vont être chassés de la ville. Pour observer les effets d'un transfert, nous avons effectué une expérience avec un groupe de cerfs que nous avons conduit dans l'ouest à une trentaine de kilomètres de Banff. Nous avons ainsi constaté que 75% des animaux sont revenus en ville en l'espace de 3 mois. Compte tenu des résultats de cet essai, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait être plus radical.
Nous avons donc capturé 150 cerfs parmi les plus habitués à la ville et on les a transportés à l'extérieur de la vallée. Pour que les cerfs sauvages restent en bonne santé, les animaux capturés sont placés dans un enclos et traités contre la douve du foie, un parasite fréquent. On va pousser le 104 et le 12 contre la palissade et les faire entrer dans le van. D'accord, je vais essayer de faire passer le 104 devant. Comme la plupart des animaux sauvages, les cerfs sont imprévisibles et John Mackenzie doit les manipuler avec précaution. Pour pousser les animaux hors de l'enclos et les faire entrer dans le van, les deux hommes s'aident d'un ustensile de fortune mais astucieux. Une crosse de hockey qui sert à la fois de moyen de défense et d'épouvantail avec sa bande de plastique. Un instrument efficace. Delta 1-9, ici 6 Bravo 2. Delta 1-9 Delta 9, je t'écoute, John. Salut Terry, on approche de Settler's Road avec les cerfs. Tu vas pouvoir nous montrer la route? Ok, dès que je vous vois, je passe devant et je vous attends pour ouvrir la porte. Cet endroit se trouve à environ 1h30 de voiture de Banff. Il est de l'autre côté de la ligne de partage des eaux. Il y a vraiment peu de chances que les cerfs retrouvent la route de Banff. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Je t'amène 2 cerfs dont le 104 qui s'était installé sur le terrain de golf. Ils sont contre la porte. C'est lequel qui est coriace? C'est le 104. Il s'était fait sa place en ville en quelques années. Ils ont un collier émetteur tous les deux? Oui, ils ont tous les deux un collier. Bien, allons-y. Depuis que le programme de transfert a été lancé, le nombre de personnes agressées par des cerfs a baissé de moitié et il n'y a eu aucun blessé. Un signe de succès pour le travail de John Mackenzie. En transportant les cerfs habitués à la ville dans d'autres endroits du parc, nous intervenons dans le seul but que la nature reprenne ses droits. Nous avons maintenant transféré 150 des cerfs les plus tenaces et notre travail va consister à les surveiller pour voir s'ils s'adaptent bien et s'ils se reproduisent. Nous pourrons ainsi évaluer la réussite de ce programme sur la durée. Le transfert des cerfs perturbateurs a beau faire partie de la routine de John Mackenzie, son travail ne fait pourtant que commencer. Les recherches que nous menons sur les cerfs qui vivent à proximité de Banff sont les premières de ce genre. Nous espérons que les informations que nous recueillons pourront servir dans d'autres endroits où les cerfs s'installent aussi en zone urbaine. Dans le passé, la gestion de la faune sauvage avait pour but de contrôler la nature en maintenant un certain équilibre. Mais aujourd'hui, nous avons changé notre façon de penser. Le but est plutôt de trouver notre place dans la nature et de chercher des moyens de cohabiter avec les animaux, en veillant à ce qu'ils soient encore là demain. Face à la croissance démographique et au développement du tourisme, il faut se battre pour atteindre cet objectif. Tout ce qu'espère John Mackenzie, c'est que les hommes et les cerfs du Canada gardent leur distance, tout en continuant à partager en paix les magnifiques paysages du parc de Banff.